et à tous, bienvenue sur le podcast de Paris Basketball On Air. Flavien au micro pour le débrief de ce qu'on ne va forcément pas appeler une partie de plaisir pour le Paris Basketball. Effectivement, une défaite large, un revers sec, 94-60 sur le parquet de l'Asvel ce dimanche soir. Et ben voilà, effectivement, donc comme vous l'avez vu, dans le score, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas eu photo dans cette partie. On va débriefer ça aujourd'hui, encore une fois, avec Antoine, qui est avec moi. Salut Antoine. Salut Fabien, salut à tous. Comment ça va après ce match où on n'a pas forcément apprécié rester 2 heures devant notre écran, je pense. Bah, voilà, t'as à peu près tout dit. J'ai envie de dire, ouais, heureusement qu'il y a la santé parce que non, ça va, sauf cette rencontre-là, c'était un bon dimanche. Puis il y a eu cette rencontre-là. Je pense qu'on va en débriefer, il y a des choses à dire. Il y a quelques trucs à dire sur le match. On va pas vous mentir, on va pas forcément s'éterniser comme sur chaque épisode sur la partie, tout simplement parce que vous allez vite le comprendre. On va pas avoir grand-chose, beaucoup d'enseignements à tirer de cette rencontre. On démarre du coup tout de suite avec le pouls du match. Pour l'Asvel, ça a vraiment été la fête des Lumières. C'était ce week-end. C'était la fête des Lumières pour l'Asvel. Pour Paris, on était plutôt sur la fête du n'importe quoi. 94-60. Paris qui a très vite été largué dès le début du match. Il n'y a pas eu photo. Je pense, non, je sais même d'ailleurs, Paris n'a jamais mené au score dans la partie. Très vite 10 points, 15 points, 30-12 après le premier quart-temps, 57 à 30 à la mi-temps. Et puis l'Asvel qui a donc déroulé et géré ensuite. Antoine, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé ce soir du côté du Paris Basketball, qui a montré un visage méconnaissable en termes de basket, mais inquiétant comme on pouvait peut-être le voir récemment. C'est la fête des Lumières à Lyon et coupure d'électricité à Paris, ça tombe bien, c'est dans l'actualité, puisque c'est vraiment ce qu'on a vu aujourd'hui, enfin, ce que le Paris Basketball a proposé en termes de basket. Le retour de Jeremy Evans, c'était assez attendu. Paris qui restait sur beaucoup de déplacements. L'Asvel qui venait de battre Barcelone il y a quelques jours. Donc il y avait quand même beaucoup. Le scénario était pourtant très intéressant. Et au final, on a vu une équipe du Paris Basketball qui a manqué d'intensité du début à la fin du match, perdant 8 ballons dans le premier quart. Donc voilà, tu es immédiatement dans cette partie-là et tu resteras sur ce genre de choses, c'est-à-dire une équipe qui n'est pas du tout dans l'intensité, dans la pression défensive, qui n'est même pas dans son jeu offensif, c'est-à-dire qui ne va même pas essayer d'accélérer le jeu et de proposer son jeu offensif, comme ça peut être le cas de temps en temps, où on voit une équipe qui est pas tellement dedans, mais au moins qui met beaucoup de points, qui met beaucoup d'intensité et sur les individualités qui se met en avant. Là, pour le coup, il y a quasiment rien. C'est-à-dire qu'on en parlait en off. Je n'arrive pas à trouver un joueur qui soit sorti vraiment du lot, ni même, comme tu l'as dit, un choix tactique, une vision un peu tactique de basket pur, de coaching pur. On a vu une équipe totalement endormie ce soir qui voulait limite pas être là en fait. On en parlait, voilà, encore une fois, on en parlait en off. Il y a un moment où nous, ça énerve évidemment, mais on se dit, mais lequel des joueurs, des acteurs de ce match, du coach, va s'énerver parce qu'à aucun moment, il y a une réaction à partir du moment où on voit un Yves Pons mettre un 3 points avec la planche ou Parker Jackson Cartwright se balader comme il s'est baladé tout en prenant des rebonds offensifs parce qu'on s'est fait manger encore plus. On avait l'impression de s'excuser en fait tout au long de la rencontre d'être présent. C'est l'analyse du match que je fais. Je sais pas si c'est la tienne, peut-être qu'elle est plus intense que ça, ou peut-être moins, ou c'est moi qui ai vraiment passé un sale moment. Mais je retiens vraiment rien de positif de cette rencontre, que ce soit collectivement et même individuellement. Bah écoute, je vais pas forcément être beaucoup plus sympathique que toi sur mon analyse. Voilà, j'ai pas trouvé non plus qu'il y avait quelque chose de positif et même de pertinent à conserver cette partie. Je pense qu'elle est simplement à oublier du début à la fin dans tout ce qui a été proposé ou tenté de proposer. J'ai pas vu grand-chose. Tu l'as dit, mais c'est collectivement que c'est un peu surpris la faiblesse collective de cette équipe qui a été battue dans tous les compartiments du jeu, que ce soit dans l'adresse, que ce soit dans la bataille physique, que ce soit dans l'intensité que tu vas mettre dans ta partie. Même le banc n'a pas apporté ce supplément d'âme. Mais effectivement, je te rejoins sur l'idée de, bah, voilà, personne s'est énervé, ne serait-ce que même Will Weaver. Hein, c'est pas un coach qui élève beaucoup la voix, on l'a remarqué depuis le début de saison. Là, je pense par contre c'était nécessaire.
parce que tu peux pas te permettre de lâcher des matchs aussi facilement et te dire, bah voilà, enfin, je sais pas si toi tu avais ce sentiment-là, mais au bout de allez, 5 minutes, tu voyais que ça allait dérouler côté Asvel. Moi, franchement, et je crois que le commentateur de la NBTV l'a souligné dans la partie, qui disait il va falloir un gros réveil, par exemple d'un Kyle Holman pour l'emporter. Mais effectivement, il n'y avait que ce genre de flash en fait qui aurait pu permettre à Paris d'avoir un électrochoc qui est jamais arrivé. Et bah, franchement, si les supporters parisiens qui nous écoutent et qui étaient devant la partie n'ont pas passé un bon match. Et je pense pas qu'on va leur donner envie, pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'aller se mettre devant la rencontre parce qu'il n'y a absolument rien à retenir. Ouais, tu l'as dit, c'est toujours comme ça au final, Kyle Holman, qui est un très bon joueur, hein, mais on a l'impression qu'on a toujours besoin d'un Kyle Holman en mode pyromane, vraiment qui prend feu, et ou alors parfois un Amir Sims. Et quand est-ce quand est-ce qu'on a vu une équipe parisienne qui collectivement a gagné un match, vraiment, ou a surélevé son niveau collectivement? Ça s'est vu, mais c'est très rare. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. Un peu comme le nombre de victoires qu'on a en Betclic Elite, puisqu'on en a 4. Mais non, voilà, c'est ça, c'est encore une fois, on montre rien collectivement et on espère que Kyle Oldman prenne feu, sauf que ben, quand il prend pas feu, ou alors enfin, là, il met encore sa vingtaine de points. Mais c'est du stade dans le vide parce que, ouais, comme tu l'as dit, il n'y a absolument rien à retenir, et il n'y a personne, même sur le banc, qui s'est un petit peu énervé. Comme contre Dijon, on pouvait dire que Gauthier Denis avait un petit peu joué la gâchette, qui faisait du bien. Là, il n'y a rien. Donc, comme tu as dit, les spectateurs, les supporters parisiens ont dû passer une sale rencontre, et ceux qui l'ont pas vu, bon courage si vous le regardez. On passe, on l'avait dit, hein, on va pas rester sur ce match. On n'a même pas une performance individuelle à vous relever spécialement, que ce soit positive. On voulait parler un peu du classement parce qu'effectivement, Paris avait eu un regain de forme en novembre avec l'enchaînement de victoires, notamment il y avait eu des victoires en championnat contre Le Mans, contre le Portel, contre Rouen, qui avait permis à Paris, je crois, de remonter à la 12e ou 11e place, donc c'était bah, déjà le plus haut depuis le début de la saison. Et puis bah, Paris est désormais 15e du championnat. Paris n'a plus qu'une victoire d'avance sur les trois derniers que sont Fos-sur-Mer, euh, Le Portel et Pau-La Cortèze qui est dernier, avec trois victoires chacun. Antoine, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que Paris doit regarder encore devant ou bah attention, il faut regarder dans son dos? Pour l'instant, faut regarder, ouais, vers où tu descends. Regarde dans ton dos parce que tu es en train de descendre, tu chutes, donc regarde jusqu'où tu peux tomber avant de te relever. C'est très inquiétant, c'est très, très inquiétant. Paris, voilà, tu l'as dit, Paris restait sur une bonne dynamique, s'était offert un petit peu d'air. C'est sûr qu'il y a eu des matchs dans plusieurs compétitions de différentes intensités, mais il y avait une bonne dynamique. C'est le message qui passe pas sur ce match-là. Mais c'est pas la première fois qu'on voit une équipe, j'ai envie de dire le mot laxiste ou endormi, on peut dire ce qu'on veut. Ce qui fait que ben, le sursaut d'orgueil, il est un petit peu imprévisible. On ne sait jamais quand est-ce qu'il peut avoir lieu. Il aura peut-être lieu au prochain match contre le Valois ou à Gravelines ou contre Gravelines, pardon, dans 2 semaines. On ne sait pas avec cette équipe. En fait, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment l'amener, comment où la placer dans ce basket français, puisqu'elle a du potentiel, elle a du talent, mais elle est capable de montrer tout comme de montrer rien. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan de tout ce qu'elle a montré en 12 matchs, elle est 15e. Donc tu peux pas être optimiste pour l'instant. C'est sûr qu'on va espérer que ça grimpe au classement et que ça se maintienne. Mais à l'heure actuelle, tu ne peux pas montrer de l'optimisme après ce que tu as vu sur 12 matchs. Ouais, je te propose du coup, Antoine, qu'on enchaîne sur la dernière petite partie, alors même l'avant-dernière d'ailleurs, parce qu'on voulait parler, faire un focus joueur après. La différence de résultats entre bah, ce qu'on peut voir en championnat du coup, où c'est bah, pas facile pour le Paris Basketball, on l'a dit 15e, et l'Eurocup, Paris qui est co-leader de la poule B de l'Eurocup, 5 victoires, 2 défaites, qui a pas perdu depuis le revers contre Grande Canaria. Antoine, est-ce que toi, tu as une explication à ce qu'on voit peut-être entre ces deux compétitions? Je dirais l'intensité proposée par les Parisiens dans les rencontres européennes est beaucoup plus visible. Ça s'est vu quasiment sur toutes les rencontres, hein. Après,
Paris rentre beaucoup plus dans ses rencontres ou beaucoup mieux du moins dans ses rencontres européennes. On a vu des joueurs, s'impliquer ou être beaucoup plus performants sur ces rencontres-là. Je pense à Margegic, notamment qui est vraiment très fort, sur ces rencontres-là, peut-être dû à son expérience ou je sais pas, mais ouais, on a cette impression que le Paris Basketball, au final, prend plus sérieusement les matchs de coupe de coupe d'Europe que les matchs de championnat, de France. Ce qui est un petit peu dommage et au final, on se retrouve voilà, Paris, c'est un petit peu un laboratoire, hein, l'Eurocoupe. Paris est deuxième de sa poule, tu l'as dit, et galère en championnat. On se serait plus imaginé l'inverse, Paris un petit peu plus à l'aise en championnat et advienne que pourra en Eurocoupe. Et au final, l'intensité proposée est vraiment plus sérieuse. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, je sais, oui, elle est plus sérieuse. Je me demande peut-être même en fait si Paris n'a peut-être pas aussi plus misé sur l'Eurocup dans ses objectifs. C'est encore une fois une hypothèse et pas du tout d'infos ou quoi que ce soit, mais juste de se dire ok, t'as battu Ankara la première journée, Ankara qui fait partie donc des co-leaders aussi avec Paris. Tu vas chercher les matchs contre qui tu es censé gagner. En tout cas, des équipes qui sont prenables. Au début, peut-être que tu te voyais au niveau de Trento et de Wrocław. Après, tu t'es vu comme Londres aussi. Je pense que Londres fait un peu la même campagne européenne, tu sais, qui sont équipe un peu surprise. Et tu te retrouves à gagner des matchs et à te dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas un coup à jouer? Maintenant, en Eurocup, tu es déjà quasiment en playoff parce que le format est un peu, alors, je vais être gentil, il est pourri. Et donc, tu es au bout de 7 journées quasiment assuré d'être en playoff quand tu as gagné 5 matchs. Euh, je me demande est-ce que Paris se dit pas il y a pas un truc à jouer dans cette coupe. Parce qu'après pour les huitièmes de finale, à partir des huitièmes de finale, c'est sur un match sec jusqu'en finale, donc tu peux être une surprise. Et effectivement, bah, en championnat aussi, ça peut-être que ça intéresse aussi moins certains, hein. Ça, tu te montres beaucoup moins au niveau du championnat quand tu vas aller jouer je sais pas, enfin n'importe quelle équipe du championnat, que quand tu vas jouer en Europe, c'est des matchs qui, dans la tête des clubs aussi, voire même des franchises NBA, qui peuvent aussi être bah, source de comment dire, d'accomplissement pour les joueurs hein, et pour les franchises. Quand un Kamagaté va planter 19 rebonds dans un match de Eurocup, je pense que ça se voit beaucoup plus, par exemple, que dans un match de championnat. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une vraie différence. Et encore plus, par exemple, si Paris gagne mercredi contre Prometheas, pardon, à suivre de ce côté-là. Et puis pour boucler un peu ce podcast qui est un peu inhabituel pour un débrief de match, on va pas se mentir, mais on va se raccrocher un peu au train. On voulait vous parler de Kian Maloya, donc qui a joué contre l'Asvel 7-8 minutes, qui a marqué 6 points, si je te dis pas de bêtises, Antoine, et qui là depuis, Tu ne dis pas de je dis bêtises. pas de bêtises, effectivement, 6 points, qui a joué donc dans le garbage time, mais qui depuis très récemment, quelques matchs maintenant, joue des minutes en pro, ce qu'il n'avait pas l'occasion en début de saison, pas trop. Il avait joué quelques matchs amicaux, je me souviens, mais il avait très peu, en tout cas, très peu joué. Et là, on lui donne des minutes, notamment il a joué contre Antibes en Coupe de France. Il joue pas mal de minutes en Europe. Bah, qu'est-ce que tu peux me dire, Antoine, un peu? C'est vrai que là aussi, en espoir, nous, on le voit un petit peu jouer aussi en espoir, on voit un joueur beaucoup plus libéré qu'en début de saison. Totalement, totalement. C'est vrai, que Kylian Maloya est en train de gagner en responsabilité. Ça fait plaisir parce qu'on le voyait vraiment, ben, grappiller des bouts de secondes. Il avait joué, 50 secondes contre Nanterre en début, puis plus de saison, puis plus rien. Et comme tu l'as dit, que ce soit tout d'abord en espoir, on a vu un joueur qui avait un petit peu du mal au début à trouver son jeu et depuis quelques semaines, quelques matchs, gagne énormément en intensité. On sait que son potentiel est très grand. Il est très confiant, il montre beaucoup plus ses capacités athlétiques, sa capacité à driver, à shooter. On voit que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel et ça fait très plaisir de le voir chez les pros, grappiller des minutes et au final, aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'aujourd'hui pour essayer de s'accrocher comme tu as dit au train. Il fait un bon match avec les espoirs, bon qui se sont inclinés puisqu'il est encore une fois le meilleur marqueur et comme il l'est très souvent avec les espoirs. Puis derrière, il arrive à assumer un garbage time ben, correct avec les pros en montrant ses qualités et
C'est vraiment à souligner puisque ça fait plaisir de voir un jeune, rentrer tranquillement dans la rotation et suivre, sa progression et sa confiance en lui. Ouais, non, c'est vrai que ça va beaucoup mieux et à l'inverse, c'est un peu dommage que il prend peut-être aussi les minutes de Mohamed Diawara qui avait des minutes lui en début de saison, mais qui là est blessé, est toujours pas revenu de blessure. Il est en période de réathlétisation, donc bah, il est toujours pas revenu sur les parquets. Et bah, ça profite à Kylian Maloya qui, en espoir, fait des cartons malgré les défaites. Il y en a encore eu une contre l'Asvel. Et non, donc c'est super pour lui qu'il puisse, on va dire, trouver sa place au Paris Basketball. Allez, donc on va dire quand même que Maloya a été une des bonnes surprises contre l'Asvel. L'autre point important, et je pense qu'on va finir là-dessus, c'est bah, Marassi qui a vu son maillot retiré par l'Asvel, le numéro 5. Donc c'était juste après le match. Bon, c'est un peu dommage, en voyant les images après coup, la salle est un peu vide. Pour une légende du club comme lui, c'est un peu dommage, mais en tout cas, une belle initiative de la part d'Asvel et donc l'ancien joueur du Paris Basketball qui est aujourd'hui dans l'équipe dirigeante qui a donc vu son maillot retiré. Pour nous, on va s'arrêter là. On se retrouvera pour le prochain podcast normalement. S'il n'y en a pas entre temps, mais je pense pas. Le prochain podcast, ce sera donc pour le débrief de Paris-Boulogne-le-Valois, qui vient de perdre en prolongation contre Monaco, mais bon, qui montre un bien autre visage, même quand il perd, que Paris. Et puis donc, dans les prochains matchs pour le Paris Basketball, il y a une réception de Prometheas Patras en Eurocup mercredi. Attention, c'est en même temps que l'équipe de France contre le Maroc en Coupe du Monde de football. Et donc, la réception de Boulogne-le-Valois, c'est dimanche à 18. Non, c'est quand? C'est samedi, Antoine? Samedi, samedi. Samedi à 18h, je crois. Pendant le match de la troisième place de la Coupe du Monde, exactement. Pour nous, on se retrouvera donc à ce moment-là, donc ce sera le week-end prochain. Nos réseaux sociaux, je vous le rappelle pour vous abonner. Sur Twitter, c'est @ParisB_on-air. Pour Facebook et Instagram, c'est @ParisBasketballOnAir. Vous pouvez aussi nous liker sur les plateformes de podcast, sur les vidéos YouTube qu'on poste avec tous les podcasts. Ça fait référencer un peu mieux le podcast pour bah, les gens qui ne le connaissent pas et qui aimeraient pourquoi pas découvrir bah, voilà, le média sur le Paris Basketball. Donc n'hésitez pas. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. À ciao. Salut!